Bonjour à tous et bienvenue dans le 39e épisode de Petites Obsessions. Mon nom est William, je suis accompagné de la merveilleuse Hélène comme toujours. Oh, merveilleuse! Ben oui, c'est moi. Ben oui, pour ceux que c'est le premier épisode, parce que Ça se tu peut. peux Il y commencer en au a toujours des 39. nouveaux. C'est ça. Ben, Petites Obsessions, on décortique des sujets de façon loufoque. Et aujourd'hui, ben, en fait, comme à chaque fois, on a chacun un sujet qui se retouche, Oui, mais qui n'est pas totalement le même, puis on sait pas ce que l'autre va nous dire, là. exactement. On prend comme une thématique, puis on décortique ça sous deux angles différents. Bien à vous de nous dire votre partie préférée. Oui, c'est ça, exact. Et aujourd'hui, on a un focus assez culinaire. De quoi Mhm. tu vas nous parler, Hélène? Moi, je vais te parler de où viennent les noms des recettes. Donc, la salade César, là. Genre, OK. est-ce que ça a rapport avec l'empereur? Est-ce que c'est autre chose? Mhm. Je n'en dis pas plus. Ben non, parce que sinon, tu révèles d'avance. Puis Exactement. ben, moi, je vais parler des origines de recettes. Donc, des recettes qu'on pense qui viennent d'une place, mais finalement, ils viennent d'ailleurs. Donc, c'est pas le nom. Genre la poutine, elle vient-tu de Victo ou de Drummond? Ah, ça, je toucherai pas à ce territoire-là. T'inquiète, là, c'est trop dangereux, OK? Mais bon, voilà, aujourd'hui, on parle bouffe. Mais avant toute chose, il faut écouter le générique. Oh yes. Mon cher Will, est-ce que tu t'es déjà demandé comment on donnait un nom à une recette? Ben, il y en a, j'imagine, c'est des noms de personnes, mais des noms de lieux, mais je sais pas, il y en a sûrement qui n'ont pas rapport. Là. Tu sais, genre, mettons, le spaghetti, pourquoi spaghetti, tu sais? Ben, je parle pas du Ah. spaghetti, mais pendant longtemps, on s'entend qu'on faisait que nommer l'ingrédient principal. Mhm. Là. Un homme de Cro-Magnon, par exemple, ça disait que ça mangeait du mammouth, là, pas un ragoût de mammouth façon préhistoire, on s'entend. Tu sais pas, t'es pas là. Entre parenthèses, le meilleur. Ouais, c'est ça. Mais avec la découverte du feu, sont aussi apparus différents modes de cuisson et de Mhm. consommation, hein, cuit, cru, rôti, bouilli, vapeur, mijoté, etc. Et les aliments se sont diversifiés aussi, notamment avec le lait, les œufs, le Mhm. fromage, bon, tous des dérivés de produits animaux. Yes. Peu à peu, on a donc repensé la façon de nommer des plats pour y inclure plus de détails comme le mode de cuisson, la pièce, les saveurs ou l'inspiration. Fait que dire qu'on mangeait juste du porc, ben c'est devenu côtelette de porc pour parler de la pièce, ou Mhm. rôti de porc pour parler de la cuisson, ou porc à l'érable pour parler de la saveur dominante, ou porc façon taille pour parler de l'inspiration, par exemple. Ceci étant dit, je sais pas toi, mais je me suis toujours demandé c'était quoi le lien entre la salade César puis César l'empereur. C'était Ah, qui le l'exemple de général? tantôt. Oui, c'est ça. C'est qui le général Tao? Qu'est-ce qu'il y a de chinois dans le pâté chinois? Bref, aujourd'hui, j'ai envie de te parler des origines du nom de certains plats. Good. On va commencer avec les madeleines. Qui est la fameuse Madeleine qui a donné son nom au petit gâteau que l'on connaît toutes et tous? Est-ce que c'est Marie-Madeleine? Est-ce que c'est en l'honneur de Jean Valjean, le célèbre personnage des Misérables qui se faisait parfois appeler Monsieur Madeleine? Ou Ah, je savais encore pas. la princesse Madeleine de Suède? Ben, c'est rien de tout ça. Mais je connais. C'est qui une princesse Madeleine de Suède? Ben, c'est la princesse Madeleine en Suède. Excusez, excusez, là. Je cherchais des Madeleines connues, il y en a pas tant que ça. Ah, OK. Ben, il s'agit de Madeleine Paulmier, qui était une domestique qui travaillait chez le duc Stanislas Lesinski. Leschinski, je sais En tout pas cas, lui, comment là. prononcer là, ce mot-là, qui était le beau-père de Louis XV. Pour OK. vous situer un petit peu, là. Laquelle, c'est la servante du beau-père de Louis XV. Exactement. Parfait. Un soir de 1755, le duc reçoit des convives, mais oups, il y a une dispute qui aurait éclaté entre le cuisinier et l'intendant. Fait que le chef, il aurait accroché son tablier et il serait parti avec le dessert un petit peu par Oh! vengeance. Ben, Madeleine, elle a dépanné le duc en recréant une recette de sa grand-mère sur le pouce, les fameuses Madeleines. Puis ben, Hmm. ce dessert-là avait pas vraiment de nom. C'était juste comme un petit gâteau en Le forme de dessert de coquillage. mamie. Fait que, ben, ils l'ont nommé en l'honneur de notre chère Madeleine. Ah! Le sandwich, est-ce que tu sais d'où ça vient? Oui, ça vient du comte de Sandwich. Je sais pas c'est qui, mais je sais que ça vient de ce gars-là. Exactement. Le sandwich nous provient de John Montagu, dit le comte de sandwich. Puis le terme serait apparu aux alentours de 1752. Notre ami John il aimait beaucoup les jeux de société, comme Mhm. nous. Et la légende veut qu'il ait demandé de se faire servir du pain, de la viande, du fromage. Bref, tu sais, tous des trucs que tu peux prendre un petit peu sur le pouce. Puis il aurait comme tout mis ça ensemble pour manger encore plus vite et ne pas arrêter de jouer. Puis c'est d'ailleurs en son honneur que le bar de jeux de société de C'est ça, je me Sherbrooke disais. s'appelle le Montagu et guess what? Ils ont une
une très belle offre de sandwich. C'est vrai. Fait que tout est dans tout. Ah, smart. Mais sandwich, dans le fond, c'est une région? Je pense, oui. OK. Mais c'est en l'honneur de Moi, c'est ce gars-là. monsieur-là. D'accord. Est-ce que tu connais le Saint-Honoré? Non. Non, le Saint-Honoré, c'est une pâtisserie française qui, comme 99% des pâtisseries françaises, est composée de pâte à choux, de crème chantilly et de culpabilité. Elle s'appellerait ainsi en l'honneur de Saint-Honoré, le saint patron des boulangers. Quand il était petit, Honoré et sa nourrice faisaient cuire du pain, puis il aurait manifesté sa volonté de rentrer dans les ordres religieux. OK. Ce à quoi sa nourrice aurait répondu « Tu seras évêque quand ma pelle aura des feuilles ». Ben, d'après la légende, la dite pelle aurait commencé à verdir pile à ce moment-là. Attends, une pelle, là, genre pour creuser, là. Ouais, D'accord. Ouais, parce que c'est du bois, fait que là, des Exactement. feuilles, ouais. exactement. Fait que, ben, il est devenu évêque parce que Grâce à la pelle. la pelle a verdi. Ben oui. Puis, ben, aujourd'hui, il veille sur les boulangers. Donc, on lui a donné le nom. Mais, tu sais, mettons, là, tu te rentres dans la religion catholique, tu penses pas que, genre, ta mission, ça va être le saint du pain? Non. Tu sais, c'est Mais quoi ta il mission faut un saint patron première? pour tout, là. Oui. Dans le catholicisme. Important. Fait que, tu sais, c'est comme, je sais pas, une déesse grecque de l'amour ou, tu sais, Oui. de la Oui. guerre, des trucs comme ça. Mais il faut un saint des pains. Il faut du saint du pain. Ben oui. Exactement. La tarte tatin. Est-ce que tu savais que la tarte tatin est en fait le fruit d'une erreur? Pun intended, là. Fruit Dans le d'une sens. erreur. Ah, parce qu'il voulait dire la tarte tata. Non. Les sœurs Stéphanie et Caroline Tatin Ah, tenaient un restaurant en région parisienne. Et un jour, dans la précipitation, dans le feu de l'action, elles auraient oublié de mettre la pâte en faisant une tarte aux pommes bien ordinaire. Fait qu'elles ont juste fait comme cuire des pommes un peu caramélisées. Puis elles ont tenté de rattraper le coup en ajoutant une pâte par-dessus le mélange de pommes et de la virer à l'envers pour faire genre on n'a pas oublié la pâte, mais finalement non. Et c'est ainsi que la tarte tatin est née. Ça l'a fait fureur. Donc aujourd'hui, on peut en manger un petit peu partout dans le monde. Mais surtout en France, là, c'est plus populaire en Surtout France. en France, mais je veux dire, un peu partout dans les restaurants français dans le Oui. monde. Là, à Montréal, il y en a beaucoup. Le carpaccio. Avoue Oui. que t'as toujours pensé que carpaccio, ça signifiait genre viande crue ou tranche fine ou quelque chose du genre. Oui, ben genre, comme, je sais pas, là, dans ma tête, c'est comme parler de prosciutto. Ouais, ben t'es à côté de la plaque, mais pas celle de cuisson, là, évidemment, parce que c'est de la viande crue. Oh, tu fais ta petite comique aujourd'hui, hein? Giuseppe Cipriani, un chef de Venise, aurait inventé ce plat dans les années 50 pour une cliente qui ne pouvait pas manger de viande cuite. Il aurait donc donné le nom de carpaccio parce qu'il était allé voir une exposition du peintre Vittore Carpaccio. Puis Cipriani trouvait que le rouge dans les toiles de Carpaccio, il était tellement vif que ça lui rappelait justement la viande crue qui est quand même d'un rouge assez écarlate, là, presque. Ouais. Donc, c'est un peu en l'honneur d'un peintre. Assez Fait que- usité, hein, comme Fait que comme si origine. Ouais, c'est comme si tu dis, genre, une assiette qui est vraiment mal montée. Tu dis, oh, c'est un Picasso. Exactement. La pizza margherita. Je te rassure, elle est bel et bien italienne. On est en 1889. Le roi Umberto Ier et la reine Margherita font une tournée du royaume d'Italie comme beaucoup Mhm. de rois et reines font. Et durant cette tournée, ils voient beaucoup de gens manger une sorte de grand pain plat, en particulier des paysans. Puis la reine est curieuse, fait qu'elle demande à un de ses serviteurs de lui en apporter pour qu'elle y goûte, et instantanément, elle adore ça. Mais ça fait pas l'unanimité dans le sens où on peut pas concevoir qu'une membre de la royauté mange, ou en tout cas ait le même régime alimentaire que le petit peuple. Ouais, c'est un repas de pauvre à la base. la pizza, là. Exactement, tu sais. Donc, la reine décide quand même de faire appel à un chef de renommée, Raffaele Esposito, pour qu'il reproduise la recette dans les cuisines royales. Fait qu'au moins, tu sais, ce sera pas acheté à la boulangerie du coin avec justement la plèbe, là. Wesh. Mais ce sera fait dans les coutumes royales, disons. Mhm. Donc, Esposito, il décide de faire une petite folie, puis d'y ajouter des tomates, de la mozzarella et du basilic frais. 3 Fait que dans- ingrédients qui rappellent les couleurs du drapeau italien. Le Fait que dans le rouge, fond, le blanc et le vert. Il a mis tout ce qu'il n'y avait pas déjà. Exactement. Puis la reine, elle en raffole tellement que ça devient son plat préféré. Donc, on appelle ça la pizza margherita. Et la pizza margherita connaît un succès là, à travers le pays parce que là, tout le monde se dit comme, mais le crime, je veux manger comme la reine. Elle Puis adore enfin, il y a des ingrédients dessus. ça. Exactement. La salade César, on Bon. en parlait. Enfin, Enfin, t'attends. hein? Ben non, la salade César ne doit pas son nom à l'empereur romain ni à César, l'homme qui parle aux chiens, mais plutôt... mais plutôt à César Cardini, un restaurateur italo-mexicain qui habite à Tijuana, au Mexique.
qui habitait, en fait, là, parce que à l'occasion du 4 juillet 1924, son restaurant était bondé, mais il était à court d'ingrédients, fait qu'il a pris un peu ce qu'il avait sous la main et il aurait créé sa fameuse salade. Par contre, à l'origine, on n'y trouvait pas vraiment des anchois, plutôt de la sauce Worcestershire. Ah, c'était pas si mal C'était quand pas même si comme mal façon comme de prononcer. prononciation. Pas si Non, c'est ça. pire. Donc, voilà, c'est né à l'occasion de la fête des États-Unis. Ah ben. Ah. Ce qui explique aussi pourquoi on la retrouve beaucoup dans des restaurants américains plus que... C'est quand même une salade grasse, tu sais. C'est ça, Fait exactement. que ça fit bien. Exactement. Le pâté chinois, Oui. est-ce que tu sais d'où ça vient? Ben, c'est l'affaire des tracts de chemin de fer, là. Exactement. Il y a plusieurs hypothèses quant à l'origine du pâté chinois, mais la plus plausible concerne la construction au 19e siècle d'un chemin de fer qui traverse le Canada. Puis plusieurs ouvriers sur le chantier étaient d'origine asiatique et se nourrissaient de denrées consistantes parce que ils travaillaient de nombreuses heures, mais peu coûteuses parce que ils faisaient pas d'argent. Donc parce qu'on veut pas les payer. Exactement. Donc Les ces immigrants, denrées-là, franchement. c'était essentiellement du bœuf haché, des patates et du maïs. Guess what? C'est les ingrédients d'un pâté chinois. Et comme les Québécois, on est bon dans les raccourcis, on a décidé d'appeler ça du pâté chinois parce que on voyait essentiellement des gens d'origine asiatique manger ça. Le peuple qui a appelé ça du blé d'Inde. Ben oui! Exactement. Les grands-pères dans le sirop. Est-ce que tu connais l'origine de ça? Non, mais est-ce que tu vas parler des pêtes de sœur après aussi? Ou Non, même pas. Ça aurait été bon, mais Même pas. un prochain. Pour un TikTok. C'est On ça. fera ça. D'origine probablement acadienne, les grands-pères dans le sirop portent ce nom pour deux raisons. D'abord, parce que c'est un dessert assez mou pour qu'un grand-papa qui aurait égaré son dentier puisse tout de même en manger. Oui. Mais aussi parce que l'aspect fripé là, des petites boules rappelle des visages plus âgés. Fait que Ouais, je comprends. j'ai essayé de le dire de la façon la plus polie. Je m'excuse auprès de notre auditoire Ça a une plus trace de âgé. vieux plissé. Mais ouais, c'est ça, exactement. C'est la raison, essentiellement. La souris d'agneau, est-ce que tu connais ça? J'ai déjà entendu. C'est-tu l'affaire comme un genre d'ossobuco, là? Ben, ça ressemble un peu plus à un gigot d'agneau, là. C'est une pièce d'agneau, là. J'allais dire une pièce de bœuf. J'ai essayé d'avoir l'air intelligent, mais au final, ça me C'est une pièce d'agneau. C'est j'avais dans la compris. gastronomie française, si Mais je y me a pas de trompe pas. souris. Ben, c'est ça. Moi, j'étais comme, c'est quoi le rapport entre une souris puis un agneau là-dedans? Pourquoi la souris d'agneau s'appelle comme ça? Sans rentrer trop dans les détails, parce que je sais qu'on a des gens qui... pour qui c'est plus difficile de conceptualiser des images de viande. Ben, des gens véganes, qu'on veut Exact. dire. Là, Non, oui, mais pas juste vegan, là, mais tu sais, je veux dire, même moi, je mange de la viande, mais comme imaginer un animal mort, c'est pas top, là. Ouais. Bref, ce morceau de viande, c'est un muscle, comme Ok. la plupart des morceaux de viande. Puis le mot muscle, ça vient du latin musculus, qui veut dire petite souris. On a décidé d'appeler les muscles ainsi parce que, selon la communauté scientifique, les anatomistes, name it, les muscles sous la peau ressemblent comme à une souris sous un tapis. Tu sais, quand ils se contractent ou de quoi, là, il y a comme une bosse un peu. Fait qu'une souris d'agneau, c'est en fait juste un muscle d'agneau. Ah. Mais bizarrement, c'est la seule pièce de viande qu'on appelle souris de quelque chose. On dit jamais une souris de bœuf, là. Non, mais là, Ou tu une me fais souris de penser. Tu sais, quand t'as un tic, on dit tout le temps, hey, j'ai une souris dans l'œil. Ah, j'avais jamais entendu ça. T'as jamais entendu Non. ça? Ouais, tu sais, quand Intéressant. mettons, quand ça saute, là, j'ai déjà entendu ça, fait que ça doit être clairement ça. Ah, c'est clair que c'est relié. On investiguera ça. Les origines de la mayonnaise, maintenant, elles font encore l'objet de recherches par les historiens. Il n'y a pas de consensus. Mais c'est le nom comme de qui, dans mayonnaise? Pourquoi mayonnaise, Comment? tout d'un coup? Pourquoi mayonnaise? Il n'y a pas un nom dedans? Pourquoi? Mais pourquoi on appelle ça de la mayonnaise? Ah, c'est vrai, c'est une C'est question. ça. Ben, il y a une hypothèse qui se démarque. En 1756, on est sur l'île de Minorque, en Espagne, plus précisément dans le village de Mahon, M-A-H-O-N. Le maréchal de Richelieu célèbre la conquête de la ville qui était alors occupée par les Anglais. Le cuisinier n'avait par contre que 2 ingrédients pour faire une sauce et accompagner son plat, des œufs et de l'huile. Donc, les ingrédients de base d'une mayonnaise. Oh, oh. Et la sauce en question aurait donc été baptisée Mahonnaise, M-A-H-O-N-N-A-I-S-E, en l'honneur de la ville conquise, puis ce serait transformé peu à peu en mayonnaise. Parce que ça se dit mal, mayonnaise. Ouais, exactement. Vois-tu, je viens de le dire, puis là, ça... Ça sonne genre, t'essayes de dire mayonnaise, mais... Ça a l'air d'un gars de région pas dedans qui dit mayonnaise. C'est ça.
La quiche, comme sa plus fameuse version le laisse sous-entendre, la quiche vient de Lorraine, hein? Mais d'où vient le mot quiche? Ben, comme tu le sais, la Lorraine a longtemps été sous occupation allemande. Et quiche, c'est une adaptation lorraine ou franco-lorraine, si tu veux, de l'allemand Küche, qui veut dire tarte. Puis d'ailleurs, on retrouve le mot Küche dans les célèbres Flammkuche alsaciennes, qui signifie tarte flambée. T'en apprends? Mais mettons, là, leur concept de tarte est assez vaste, là, en Allemagne. Là. Ben, en même temps, je veux dire, ça reste une tarte, là. C'est un fond de tarte, puis... La flamme couche, là. Ah, la flamme couche. Ouais, ouais, non, ça, oui, je suis d'accord. Mais ils appellent ça tarte flambée. Ah, c'est correct. Écoute, le général Tao. Oui, c'était qui? Le général Tao, il a réellement existé, mais pas exactement sous ce nom-là. Le militaire Zhuo Zongtang, dit général Tso, TSO, était très actif dans la province de Hunan en Chine. Puis il y a un chef de la même région, Peng Changkui, qui, à peu près au même moment où le général exerçait ses activités, a créé un plat composé de poulet et d'une sauce aigre et piquante. Puis a décidé de lui donner le nom de poulet général Tso, juste pour rendre hommage à cet homme-là. OK. En Amérique, le plat aurait été popularisé avec la cuisine sichuanaise par le chef new-yorkais Tsung Ting Wang. Je m'excuse là, vraiment pour la prononciation des noms. Puis c'est durant un voyage à Taïwan que ce chef-là new-yorkais aurait découvert le plat donc de Général Tso, mais il aurait décidé de l'adapter au goût américain en ajoutant une panure au poulet et du sucre à la sauce. Puis ben c'est devenu le Général Tao probablement parce que c'était plus facile à prononcer que le Général Tso. Puis pour aussi différencier peut-être la différence de recette. Exact. Les fameuses œufs bénédictines que tu aimes tant, ils seraient nés d'une gueule de bois et d'une pas pire rapport de ça. OK. T'es-tu étonné? Ben, en même temps, ça fait du bien le lendemain de veille, effectivement. Exactement. Lemuel Bénédicte, un homme d'affaires de Wall Street, est entré au Waldorf Hotel et il a recommandé au chef tous les ingrédients les plus gras de la carte, c'est-à-dire des toasts bien beurrés, du bacon grillé, 2 œufs pochés et un shot de sauce hollandaise. Le chef aurait trouvé le mélange si intéressant qu'il l'aurait immédiatement ajouté à la carte du restaurant en y apportant quelques modifications, notamment en remplaçant des toasts par des muffins anglais, puis il l'aurait évidemment nommé en hommage à son client. Le thé Earl Grey maintenant. Oui. C'est qui ce Earl-là? Ben, c'est certainement déjà en partant une des sortes de thé les plus connues, mais est-ce que tu sais c'est quoi ses arômes? Pour vrai, mes connaissances de thé sont beaucoup trop minces C'est pour bien ça. correct pour ceux et celles qui ne le savent pas comme toi. Il s'agit traditionnellement d'un thé noir aromatisé à la bergamote. Il aurait été créé aux alentours du 18e, 19e siècle en Angleterre. Le comte Charles Grey et sa famille employaient quelques domestiques comme beaucoup de nos personnages aujourd'hui. Puis un jour, un des domestiques a décidé d'infuser une tranche de bergamote dans le thé noir pour accentuer son goût un petit peu. Mais l'histoire s'arrête pas là. En 1830, Charles Grey il a été élu le premier ministre en Grande-Bretagne. OK. Donc, il a vraiment popularisé la recette. On l'a nommé Earl Grey parce que Earl signifie comte, fait que c'est le thé du comte Grey, grosso modo. Le Bloody Mary et le Bloody Caesar. Y a-tu un lien entre les deux, j'imagine, à un certain point? Là? Parce que À un c'est quand même certain deux point. recettes assez proches, là. Mais je pense que pas mal tout le monde savent que le Bloody Mary aurait été nommé ainsi en référence à la reine Marie Tudor, elle-même surnommée Marie la Sanguinaire, en raison de ses politiques de persécution envers les protestants anglicans durant son règne. Puis ben, c'est un drink rouge, on est comme « Ah, ça fait penser à du sang ». Fait que, bon. C'est ça. Mais pourquoi le Bloody Caesar? Genre, est-ce que ça a rapport avec le célèbre empereur romain? Il en a coulé un peu du sang, lui. Oui, en quelque sorte, justement. On est en 1969, donc quelques années après la création supposée du Bloody Mary en 1921. L'histoire se passe, tiens-toi bien, dans un nouveau restaurant de Calgary, le Marco's. Fait que c'est chez nous, ça, au Canada. Ben, tabarouette! Ouais, pour l'occasion, le barman décide de créer un cocktail en s'inspirant de son plat préféré, le spaghetti al vongole, ou le spaghetti au palourde, si tu préfères. Pour ce faire, il mixe du jus de tomate, du jus de palourde, de la sauce Worcestershire. Je l'ai moins bien eu cette fois-là. Effectivement, je suis déçu de cette fois-là. Là. Et du sel de céleri. Devant le succès du cocktail, la société Duffy Mott dépose un brevet sur le mélange jus de tomate et palourde. Le mot Clamato voit alors le jour. Mais le plus cocasse dans tout ça, c'est qu'en 2010, le Bloody Caesar est élu comme étant le cocktail officiel du Canada. Savais-tu qu'on avait un cocktail officiel? Non, puis j'aurais pas cru que c'était ça. Moi non plus, là, j'aurais pas cru que mais... c'était ça. OK. Mais c'est ça, donc c'est clairement en hommage aux saveurs italiennes avec le spaghetti al vongole, puis ben Bloody pour sa couleur aussi, là, qui rappelle celui du Bloody Mary. Ben, on est fiers, hein?
Enfin, qu'on me comprenne bien, je suis très heureuse de partager mon prénom avec un dessert excellent à part de ça. J'ai nommé les poires Belle-Hélène. Mais je suis pas sûre d'être la dite Belle-Hélène Bah dans ce dessert-là, oui, bah malheureusement. oui, bah Mais je pense pas que ça a été nommé en hommage à moi. Oui, Là. ça vient de 1996. Exactement. Hey, dévoile pas ma date de naissance. Je checkais pas la date. Ne serait-ce pas plutôt Hélène de Troie, celle reconnue pour avoir été la plus belle femme de toute l'Antiquité? La belle Hélène. Ben, la réponse, c'est oui et non. En 1864, c'est la première de l'opéra La Belle Hélène de Jacques Offenbach qui s'inspire donc d'Hélène, la fille de Zeus, qui était la plus belle femme de toute l'Antiquité. Le chef Auguste Escoffier travaille à 2 pas de la salle où est présenté l'opéra, puis l'histoire dit qu'il aurait été charmé par Hortense Schneider, interprète de la fameuse Hélène. Pourquoi une poire? L'histoire le dit pas, mais ce qu'on sait, c'est que le dessert chaud-froid à l'époque était déjà très en vogue. Donc, c'est un hommage un petit peu à l'interprète de l'opéra qui lui-même est en l'honneur de Hélène. Donc, Il aurait pu le nommer en l'honneur de l'actrice directement, mais peut-être que c'est pas son nom. Mais en même temps, Poire Belle Hortense, je sais pas à quel point ça c'est moins bien. vendeur, effectivement, C'est ça. Belle Hortense. Exactement. Et c'est ça qui conclut les origines que je voulais vous partager aujourd'hui. Je te laisserai continuer, Will. Ben oui, parce sur que cette j'en ai lancée. d'autres origines Oui. différentes, là. Tu sais, c'est un peu... Ben, comme c'est un j'ai peu dit. le concept que tu répètes pas exactement ce que je dis. Fait que, sais-tu l'origine de la salade César, Hélène? Non, je me demande. Ben, en fait, c'est un monsieur qui est pas le gars des chiens. Oui, exactement. Ok. En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler d'origine de plats qu'on pense qu'ils viennent d'une place, mais finalement, ils viennent complètement d'une autre place. Comme tu as dit, on parlera pas de Victo, de Drummond, quoi que ce soit. Ça, on laisse d'autres gens faire ce débat-là, même si on sait tous ça vient d'où. Bien sûr. Mais je te laisse le dire en premier. Non. Ok, c'est bon. De Paris! Oui, exactement. La poutine vient de Paris. Par contre, un exemple tout simple qui correspond bien à ce que je vais vous parler aujourd'hui, ben, c'est le repas emblématique des États-Unis, c'est-à-dire le hamburger. Oui, ça vient de Hambourg. Ben oui, exactement. Hambourg en Allemagne. C'est d'ailleurs commun de nommer des plats en Allemagne selon leur ville d'origine, comme le Berliner ou le Frankfurter. Ouais. D'ailleurs, justement. La saucisse de Francfort aussi. C'est ça, le Frankfurter. Ouais, je sais. Puis d'ailleurs. La saucisse de Francfort. Le hot dog, ça vient de là parce que c'est la saucisse de Francfort. Ah, je savais pas ça. Ben oui. Mais fait que dans le fond, les Américains, ils mangent juste de la bouffe allemande puis ils le savent pas, là. Ben, pour l'hamburger, puis les hot dogs quand même, mais mettons qu'ils ont fait pas mal plus gras. Parce que l'origine en soi, c'est le steak d'Hambourg, une galette de steak haché servie avec ou sans sauce. Fait que c'est plus comme quand on se fait une boulette de steak haché avec une sauce brune là, de ce bord-là. Puis c'était un des repas les plus servis sur les bateaux de la HAPAG, la Hambourg America Line, une ligne maritime reliant la ville d'Hambourg et New York au 19e siècle. Ouais. Parce que c'était facile à faire, c'était cheap, etc. Puis c'est comme ça que la recette s'est retrouvée aux États-Unis, puis qui était vendue dans divers restaurants. Ironiquement, ben là, j'ai dit que c'était pas cher, mais c'était un item qui coûtait généralement 2 fois le prix du reste au restaurant à l'époque. 2 fois le prix du reste des autres plats, tu veux Des dire? autres plats. Oh mon fait Dieu, que ce qui est aujourd'hui du fast-food pas cher, puis que le monde se prend, ben c'était comme un item un peu de luxe dans les restaurants. Eh ben. Ouais. Tu sais, des vrais bons burgers, c'est quand même pas donné, là. Ouais, non, c'est ça, mais à la base, bon, c'est quand même. Voilà. Ceci étant dit, les Américains ne sont pas en reste quant à la création secrète de plats. Tu as parlé tantôt un peu de General Tao, qui était une modification. Mais je parle pas de ça, parce que tu en as déjà parlé. Je parle pas non plus des sushis californiens, hein, parce que ça vient de Californie, hein, même quoi que potentiellement de Vancouver, mais en tout cas, côte ouest américaine. Mais je parle plutôt d'autres recettes asiatiques, soit le poulet à l'orange. Ça m'étonne pas que ce soit pas... Ouais. On dirait que tous les items dans un buffet chinois viennent pas de Chine. Probablement, oui. La plupart, là, je parle pas de chacune d'entre elles, mais il y en a beaucoup. En fait, le poulet à l'orange, ça provient pas de Chine, mais de Hawaï. J'aurais pas pensé ça, par contre. Ça a été inventé par un chef sino-américain, donc d'origine chinoise, Andy Cao, en 1987, dans un Panda Express. Ah, wow, OK. Ouais. Fun fact, d'ailleurs, il y a plus de Panda Express dans le monde que de pandas vivants.
Yay! Mais, Non, pas yay. mais pour revenir au poulet à l'orange, il y a une recette semblable en Chine, soit du poulet à la tangerine, OK. mais il y a très peu de poulet à l'orange là-bas là, aujourd'hui. Ah ouais. Puis on s'entend, tangerine, orange, c'est pas exactement le même goût. Donc c'est lui qui a vraiment adapté un peu cette recette-là à la version américaine en la rendant plus sucrée, Ouais. effectivement, aussi. Puis le ramener à Hawaï dans un Au Panda Maroc, c'est un Express. poulet aux clémentines. Dans la même catégorie de c'est presque ça, mais pas tout à fait, les biscuits chinois, tu crois que ça provient de où? Ça serait fucking drôle que ce soit genre du Vietnam. T'es si Un pays proche. voisin. Pour vrai? Oui, Ça vient d'où? Thaïlande? Japon. Hein? Oui, je t'explique. Dans le fond, un biscuit très, très semblable était fabriqué au Japon dans le cadre de la tradition japonaise des omikuji. OK. C'est quoi des omikuji, en fait? Ben, c'est des divinations écrites sur des bandes de papier qu'on tire au hasard dans des sanctuaires shinto et temples bouddhistes. Ah. Donc, on s'entend, c'est pas Ouais, mal là, le mot dedans. Au 19e siècle, à Kyoto, on fabriquait alors des biscuits de forme pas mal identique à celle d'un Ouais. biscuit chinois. Sauf qu'au lieu de mettre le papier dedans, on le mettait dans le petit pli, là, tu sais, comme ça se replie, là, comme Oui, oui, oui. la petite pointe, là. Ouais, ouais. Il était juste comme plié puis mis Ouais. straight dedans. Puis là, tu le retirais avant de manger ton biscuit. Tu pouvais Mhm. lire ton omikuji. Autre différence, par contre, oui, il y avait la même forme, mais c'était pas le même goût. Tandis que les biscuits qu'on connaît aujourd'hui sont principalement au goût de vanille et de beurre. Ouais. Eux, c'était principalement au goût de sésame et de miso. Ah? Les biscuits qu'on connaît aujourd'hui ont quand même été inventés par les Japonais aux Ouais. États-Unis lors de l'immigration, principalement à Los Angeles ou San Francisco. Pas très clair, ça a été en cours d'ailleurs. Ouais, côte Pacifique, là. Ouais, mais ça a été en cours comme un gars de Los Angeles et un gars de San Francisco. Puis c'est San Francisco qui a gagné. Fait qu'en tout cas, OK, il y a eu un procès, oui, il y a là. un procès. Puis il y a un des gars qui a donné un papier de biscuits chinois au juge en disant le juge se trompe s'il vote Los Angeles. Là. En Oh tout cas, my ouais, God! c'est fantastique. Mais C'est donc bien drôle. ouais, fait que c'est ça. C'était dans des restaurants japonais à San Francisco. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on dit biscuits chinois? Ben, ça proviendrait de la Deuxième Guerre mondiale. Je pensais que t'allais dire, ben, parce qu'on est raciste. Non, 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 ça vient de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que, en fait, oui, parce qu'on est raciste. Parce que Ça qui dit ferait pas deuxième, rire. parce que qui dit Deuxième Guerre mondiale dit camp d'internement. Ah, mon Dieu. Puis il y a près de 100 000 Américains d'origine japonaise qui ont été mis dans des camps d'internement pendant la Deuxième Guerre mondiale. OK. Du coup, ça a ouvert la voie aux fabricants chinois de reprendre la fabrication de ces 10 biscuits et en prendre le mérite de nos jours. Donc, les restaurants chinois se sont mis à faire les biscuits japonais. Puis aujourd'hui, on appelle ça des biscuits chinois. Oh my God. Ouais. Une autre affaire pas nommée de la bonne manière, la fameuse pizza hawaïenne. Ouais, ça n'a rien d'avoir, hein, ça, là. Non. C'est aux États-Unis, peut-être? Non. Au Canada. Ah, ben oui, c'est sûr. Puis, C'est comme, si tu me dis que c'est l'Italie, là, je pense que je vais faire une syncope. puis ça vient de l'Ontario, OK, ça va. d'un homme grec nommé Sam Panopoulos. Oui, je me souviens Fait d'avoir qu'il y a entendu comme ça. zéro de quoi d'hawaïen. Non, mais c'est juste des ananas, c'est comme, oh, c'est exotique, fait que ça me fait penser à Hawaï. Potentiellement quelque chose comme C'est ça. sûr, c'est ça. Il l'a pas vraiment expliqué, mais contrairement à plusieurs, j'ai pas vraiment de haine particulière envers la pizza hawaïenne, là, personnellement. Là, mais tu sais, comme, c'est des munitions supplémentaires pour les haters de la recette, là, quand même. Là. J'ai pas de haine, mais ces gens ne devraient pas avoir le droit de vote. Bon, un peu de haine, finalement. Non, mais. Ben là, Choisis, ça reste là. une pizza pareille. Tu Là. veux une pizza ou un dessert? Mais lui, il voulait faire du sucré-salé, puis il y en a qui aiment ça. Non, j'aime Bon. ça, le sucré salé, mais là, sacrifice. Wow, wow, wow. On va Ça peut être respecter tout les mouillé gens. avec le jus d'ananas. Non, on va là. peut-être perdre des abonnés là, si on est trop violent. Mais bon. Ça en aille. Mais parlant de pizza, parlons d'Italie, un des pays les plus associés à sa nourriture. Pizza, pâtes et gelato, toutes des affaires qui ne viennent pas d'Italie. Hein? Ouais. Ben, bon, c'est relatif. Là. La pizza, on dit que ça vient de Naples. C'est quand même vrai dans sa Ben, forme Naples, aux dernières exacte. nouvelles, c'est en Italie, mon Oui, chum. mais attends, c'est qu'on retrouve des traces des soldats perses qui faisaient cuire des sortes de pain plat avec de l'huile puis des herbes jusqu'à 600 ans avant Jésus-Christ. Ouais, ok, oui, je comprends. Mais comme. Mais la J'ai pas pizza menti en tantôt, soi- là. La pizza margarita est vraiment née en Italie. Oui, mais il y a effectivement, comme qu'on la connaît vraiment aujourd'hui, mais il y a des variantes très semblables qui ont Ouais. été faites par les Égyptiens, les Grecs, les Romains.
Fait que, mettons que, oui, la pizza vient d'Italie, mais l'ancêtre de la pizza, non. Ouais, le pain, Et le ça, pita, puis les choses comme ça. Ouais, je suis d'accord. exact. Par Ben, contre, c'est comme les gens qui font une pizza sur un pain naan, là. oui, exactement. C'est ça. Mais ça vient pas d'Italie, ça. Par contre, pour ce qui est des pâtes, ça viendrait pas d'Italie. Selon les archéologues, l'Asie centrale serait l'endroit le plus probable où les pâtes proviendraient. C'était des OK. pâtes plus aux œufs, puis principalement de Chine, en tout cas Ouais. théoriquement. On ne sait pas, malheureusement, comment la recette s'est rendue en Europe. Une des théories serait qu'elle aurait été amenée par les peuples arabes nomades Ouais. qui se promenaient là, à travers le territoire. Mais bon, rendons tout de même à Barilla ce qui revient à Barilla. C'est bien les Italiens qui ont par la suite raffiné la recette et utilisé du blé comme ingrédient principal. Fait Ouais, que puis qui ont oui, ajouté des tomates puis tout ça, là. ouais, non, mais je veux dire la forme, Ouais, je sais. l'ingrédient en soi. Donc, c'est ça, vient d'Italie. Mais il y avait des pâtes aux œufs avant l'Italie. Intéressant. Et pour ce qui est du gelato, encore une fois, c'est relatif car tout dépend à quel point tu veux vraiment tenir à la composition exacte. Mais on retrouve des descriptions de nourriture semblable à la crème glacée datant de 550 ans avant Jésus-Christ chez les Perses. Ou sinon, au 9e siècle, ça serait les musulmans qui auraient introduit les desserts glacés en Sicile lors d'une conquête de l'île. Ou ça pourrait être aussi le fait que Marco Polo, qui a voyagé en Chine et qui a ramené la recette du sorbet en 1295 à Venise pour partager l'information de cette recette-là. Mais là, je sais, des sorbets, la crème glacée, c'est pas tout à fait un gelato, je le sais. Mais c'est C'est ça, venu la par la technique suite. est italienne. La technique est italienne. Fait que, Ça, je savais que la crème glacée de base n'était pas c'est ça. italienne ou le sorbet ou de quoi, mais gelato, la technique est Parce qu'on peut italienne. dire que les Italiens, ils ont perfectionné 3 affaires, puis modifié des affaires au lieu de créer. Disons ça ainsi. Ouais. Ouais. Mais regarde, hein, ils sont pas si pires que ça. Ben, ils sont pas si pires, esti, tout le monde tripe sur leur bouffe, là. Ouais. Ils sont clairement pas si pires. Mais eux, ils vivent pas dans un complet mensonge. Pas comme la France. Attention à ce que tu vas dire, William. C'est quoi la partie qui est la plus populaire en France? Le croissant? Ouais. Ben, c'est une viennoiserie, mais oui, OK. Ben oui. Ben oui, ça vient de Vienne. Mais effectivement, ça vient d'Autriche, tout ça, là. Les viennoiseries. Mais pas la baguette. Non, mais les croissants, oui, puis toutes les viennoiseries. Parce que tu toucheras pas à ma baguette. Oui, non, ok. Mais pour vrai, la légende de l'origine des croissants est vraiment excellente. Ça viendrait de Vienne, effectivement. Tandis que les Ottomans auraient tenté d'envahir la ville de Vienne au petit matin, un jour de 1683, en creusant des tunnels. OK. Les boulangers de la ville, ben, eux, ils étaient déjà debout pour préparer leur pain du jour. Fait qu'ils auraient entendu le bruit des Ottomans qui essaient de s'infiltrer dans la ville et auraient sonné l'alerte, empêchant la prise de la ville. Donc, les OK. boulangers auraient sauvé la ville de Vienne. En faisant des croissants. Ben là, après ça, ils ont célébré la victoire contre les Ottomans. Pour célébrer, ils auraient fabriqué une pâtisserie en forme de croissant, symbole turc, pour rire de leur envahisseur. Oh mon Dieu! Ouais, Ah, je viens de compute, là. ouais, c'est hot, hein, quand même. Ben, Ben, je veux dire, comme... c'est cocasse, disons. C'est cocasse. Je sais pas si c'est hot, là. Non, mais je sais, là, c'est quand même... Mais oui. C'est un envahisseur, puis après ça, il y a quand même un rire d'un autre peuple, mais c'est quand même fascinant, mais ça reste une légende quand même, là, à un certain point. Petit bémol, par contre, à l'époque, là, on n'avait pas encore inventé la pâte feuilletée, donc c'était à base de pain, quand même, mais la forme... C'était juste la forme du croissant, je comprends. Exact. Et comment est-ce que ces croissants et autres viennoiseries sont finalement rendus en France? Est-ce que tu le sais, Hélène? Deuxième Guerre mondiale, je sais pas. C'est Marie-Antoinette Ah, ben oui, d'Autriche oui, c'est vrai. qui les a rapportés avec elle lors de son mariage avec Louis XVI. Les Français lui auront peut-être coupé la tête, mais peut-être qu'il y aurait passé 2 fois en sachant l'impact qu'elle aurait sur leur cuisine. Ah, c'est sûr. Bon, maintenant que j'ai bouleversé un peuple, en fait 2 peuples, Plusieurs peuples. Ouais, j'ai une autre révélation choc pour les fans du Ikea. Les boulettes suédoises sont pas suédoises. Ouais. Encore une fois, on pourrait remercier la monarchie pour la popularité du plat dans le pays du meuble pas cher, parce que c'est le roi Charles XII qui a ramené la recette en Suède après avoir été emprisonné pendant 5 ans par l'Empire ottoman. Fait que finalement, tout est relié avec l'Empire ottoman un peu. Ceci étant dit, il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire initialement dans des boulettes de viande. Là. Fait que l'histoire est contestée, là, l'affaire de Charles XII, là, parce que pas mal plusieurs peuples ont fait des boulettes de viande d'une façon ou d'une autre. Ouais. Fait que certains disent que ça vient de France, d'autres d'Italie, mais peu importe Il y en a même en Belgique, là. Oui, c'est ça. Mais peu importe l'origine, c'est pas les Suédois.
En tout cas. En tout cas, ils sont pas spéciales. Vous y repenserez la prochaine fois que vous irez au Ikea. C'est ça, hein? Bon, c'est le fun, foutre un peu de marde comme ça entre les différents pays, mais j'ai envie de continuer. Fait que je vais parler des sushis. Je vais pas dire que les sushis ne viennent pas du Japon, par peur de faire effondrer leur civilisation, mais je vais juste dire qu'historiquement, les Chinois préparaient des poissons crus et les couvraient de riz fermenté. Mais ils couvraient le riz de poisson ou le poisson de Le riz? poisson de riz. Ah ben là, pas la même chose. Ben là, ton poisson est tout le temps recouvert de riz dans un sushi. Ben ça dépend, là. C'est quoi? C'est les sashimi? Ah, là, on Moi, joue. Non, mais je pensais que on tu jouera parlais pas de sur les mots. ceux avec la Non, tranche non. de saumon dessus, là. Non. Excusez, là, je connais pas les noms parce que moi, je mange pas de poisson, fait que... Non, mais tu sais quand c'est entouré, là, de toute façon. Ouais, je comprends. Mais Ok, ouais. les Chinois retiraient le riz avant de le manger. C'était juste pour la conservation qu'ils mettaient ce riz-là. Ah ouais? Mais ça l'a quand même influencé les Japonais. Donc, je dis rien. Une chose est sûre, par contre, tandis que je disais que les sushis californiens ne venaient pas du Japon, eh bien, sache que les sushis au saumon ne viennent pas non plus du Japon. Ouais, ceux que je parle, là, les sashimi, c'est ça? Non, juste sashimi, il y en a avec différents types de poissons. Ouais. Mais au saumon, il n'y avait pas de sushi avec du saumon Ah, OK. du tout. Ça Au n'existe Japon, pas dans le Pacifique. avant 1980. En fait, c'est une invention norvégienne. Aussi surprenant que ça puisse paraître, les Japonais n'aimaient pas nécessairement le saumon avant les années 90 parce que c'était considéré un peu comme de la scrap comparé aux autres poissons. Tous les poissons sont C'est un poisson. Franchement, hey, un peu de respect. Une autre des raisons pourquoi il n'était pas utilisé dans les sushis, c'est que le saumon du Pacifique, près du Japon, avait un parasite qui empêchait qu'on le consomme cru. Fait qu'il fallait vraiment absolument le cuire. Donc, c'est seulement quand les Norvégiens ont commencé à exporter du saumon au Japon que ça a fini par être normalisé puis que désormais, on en mange au Japon. Mais on en mange partout ailleurs. Là. Ici, les sushis avec du saumon, là, tout le monde va manger ça. Là. Donc, non, pas tout le monde. Tout le monde qui aime le poisson, là. Arrête. Et finalement, on va terminer sur une meilleure note. Parce qu'on a suffisamment attaqué des pays reconnus pour leur cuisine. Faisons désormais un tour en Angleterre, pays où la gastronomie est synonyme de légende. Oui, c'est parce que ça n'existe pas là-bas. Là. C'est ça. Le seul plat reconnu comme provenant de l'Angleterre, c'est le fish and chip. Ça vient clairement pas d'Angleterre. Ils ont rien. Puis même ça, c'est pas à eux. Peut-être les scones. Peut-être. Mais... Puis ben, le thé Earl Grey. Là. Mais le thé comme tel vient d'Asie. Là, mais niveau bouffe. Le mélange. Ce qui te nourrit, là, ça vient pas d'eux. En fait, le fait de frire du poisson a été introduit au pays par des immigrants juifs d'origine espagnole et portugaise, fuyant l'Inquisition espagnole. OK. ils ont eu un Christie de Ancestry, là, ceux-là. Là. Ben, en fait, des Juifs qui habitaient en Espagne ou au Portugal. Puis là, il y a eu l'Inquisition espagnole qui tuait des Juifs. Mais tu sais, Ancestry, c'est genre les sites tu donnes un échantillon de ta baffe, puis là, ça te dit comme t'es 12% norvégien. Je disais pas qu'il était un mix des deux, juste les Juifs qui venaient des deux pays. Je comprends. Donc, ce plat-là a un Christie d'Ancestry, par contre. Oui. L'origine du poisson frit serait que les Juifs pouvaient pas cuisiner pendant le sabbat. Donc, ils préparaient des repas le vendredi PM, histoire d'avoir de la nourriture pendant cette journée de repos. Oui, exactement. Fait qu'ils pouvaient manger le vendredi soir. Parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler entre le coucher du soleil le vendredi puis le coucher du soleil le samedi. C'est ça. Fait que le poisson étant frit, il se conservait bien pendant 24 heures, puis il pouvait aussi être mangé froid sans trop perdre de saveur. Ah, intéressant. Après ça, ça a été importé en Angleterre. L'addition de riz frite n'est pas très claire là, dans Fish and Chip. Mais en tout cas, tu sais, la frite, ça vient quand même pas d'eux autres. Fait que tout ce qu'on peut leur donner, c'est d'avoir pris le poisson frit provenant d'une place puis des frites provenant d'ailleurs, les avoir mis dans la même assiette, sans les cuisiner davantage, faire voilà, on a inventé quelque chose. Ben non, c'est ça. Puis je pense que ça les démoralisait moins d'avoir deux choses ensemble. Déjà que la météo là-bas est pas top. Fait que peut-être qu'il y a besoin de ce petit sentiment d'avoir manger du gras pour se sentir quelque chose puis de manger du gras, c'est ça. Mais voilà, ça fait le tour des origines que j'avais à te présenter. Y en a-tu une qui t'a surpris plus qu'un autre? Je me souviens que j'ai pas sursauté, là, mais je me souviens plus c'est laquelle. Attends. Ah, tu vois ce que tu me fais vivre à chaque fois que tu me poses une question comme ça? Le biscuit chinois, je pense. Ouais, c'est ça. Mais... Je me doutais bien que c'était pas chinois, mais j'aurais pensé que c'était quelque chose genre américain. Mais tu sais, en anglais, ils appellent ça quoi, fortune cookie. Tu sais, c'est juste nous, là. C'est nous les racistes encore. Je sais.
Mais Petit bon, peuple de racistes. ben oui, voilà. Biscuits chinois, pâté chinois. J'espère que ça n'a plus de secret pour vous aujourd'hui. Ouais. Voilà, plein d'origines, plein d'affaires à partager au prochain souper de famille. Par contre, c'est pas tout, là. Vous pouvez nous suivre ailleurs si vous non. voulez avoir plus de faits cocasses et agréables comme ça, là. Ben oui, on est sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et évidemment TikTok, où on fait beaucoup plus de contenu là, en 1 minute. On décortique des expressions, on vous raconte des histoires insolites, on répond à des questions niaiseuses aussi. Puis sinon, ben, on est sur toutes les plateformes d'écoute, là, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Fait que n'hésitez pas à nous laisser une belle note de 5 étoiles si le cœur vous en dit, de vous abonner, d'en parler autour de vous. Puis sinon, ben, on se retrouve dans 2 semaines. Bye! Bye!